Bandeko balandi émission Nouvelle Vision Panafricaine ou Vision Panafricaine totondi bino botondi pamba teto yebi ete mingi bosil bozwi bongo momesano kitoko ya kolanda wana mwana mboka yamba shuku oto konda pena ngongo lutete oyo nzambe bakoka sili kokitisa ete akoka bongo ko manyolela bino makambo ya mayele makambo ya bwanya nde wana na émission oyo bokolanda sikoyo bokolanda masolo na ye na synopsis émission oyo zwami na chaîne de télévision CCTV esika kani bazali kotalisa lolenge ya kotambula ya bato pe lolenge kani moto akoki kozala mayele pe lolenge kani ekolo ekoki kozwa mayele nde wana ya koloba mingi ezali te bolanda tata yamba shuku na kati ya émission synopsis pe yango anande to répercuter yango po e bele bobenga kibiso ete eko kabongo koleka lisusu na vision panafricaine. Bolanda. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine de prédilection Synopsis. Je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. Pourquoi les développements du continent noir tardent à venir? La question mérite d'être posée car les Européennes tiennent à se regarder leur position acquise en Afrique en ce qui concerne les matières premières et les débouchés. Ils se soucient de l'unité économique de l'Afrique et de l'Europe, mais ils savent que les démocraties africaines sont trop jeunes et gardent ainsi la mainmise réelle des colonisateurs. C'est pourquoi l'ère est venue d'affirmer que l'implantation européenne s'est faite ou s'est effectuée d'une manière politique, économique et spirituelle. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que c'est la présence de l'Europe en Afrique qui justifie les sous-développements des pays africains? Quelle solution pour remédier à ces problèmes? Notre invité est donc tenté de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba. Il est président de la nouvelle vision panafricaine, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et consultant. Bonsoir M. Norbert Yamba. Bonsoir. D'entrée de jeu, comment va l'Afrique? L'Afrique est en train de traverser une zone de turbulence. Une zone de turbulence liée à toutes les difficultés qui véritablement ont assiégé l'Afrique. Ne vous en faites pas, aujourd'hui le taux de mortalité est très avancé par rapport à d'autres continents. L'alimentation fait défaut. Trop de chômeurs, il n'y a pas d'emploi. Les routes sont impraticables. L'électricité fait un défaut, l'eau, la santé, l'éducation, etc. Tout est au ralenti, tout est au rouge. Voilà l'Afrique. Une situation très dramatique. On dirait qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir pour trouver des solutions. Donc l'Afrique est le dindon de la farce. L'Afrique, les parents pauvres. L'Afrique est orpheline, simplement parce que on dirait que les gens ne sont pas préoccupés de son sort. Voilà ce que je peux vous présenter comme portrait. Mais sur base de ce que vous venez de dresser comme bilan de l'Afrique, vous ne voyez pas qu'un problème tragique se pose en Afrique. Progresser au rythme du monde moderne, souhaiter jouir des avantages matériels de notre siècle, mais désirer garder sa personnalité propre. Vous ne voyez pas que chacun de ces dilemmes constitue encore un problème qui en entraîne d'autres pour l'Afrique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'Afrique apparaît aujourd'hui le continent problématique par excellence à cause de la congruence de beaucoup d'intérêts qui se jouent en Afrique. Raison pour laquelle beaucoup d'Africains ont beaucoup travaillé dans le sens de sortir l'Afrique de sa situation d'aujourd'hui. Vous vous rappelez, à la cession de nos pays à l'indépendance, on a parlé véritablement de la démocratie. La plupart des pays africains se sont accommodés pour qu'on y aille dans la direction d'une démocratie avec le système de multipartisme, etc.
Même nous ici, en tout cas, il n'y a pas longtemps, on est arrivé jusqu'à 700 partis politiques. Malheureusement, lorsqu'on regarde les résultats, on dirait que, bon, on n'a rien foutu. Les résultats sont catastrophiques. D'autres expériences comme avoir un gouvernement dirigé par des technocrates, des experts, etc. On en a tenté un peu presque partout en Afrique. Les résultats se sont révélés catastrophiques. On a dit non, mais il faut avoir des professeurs d'université. Cela va permettre naturellement que la situation change, étant donné qu'ils ont une immensité d'intelligence. Malheureusement, la situation n'a pas changé et ça s'est même aggravé. On a dit non, mais il faut véritablement copier les idéologies occidentales. Raison pour laquelle on a assisté à des pays capitalistes, libéraux, socialistes, il y a même des socialistes africains, etc. Le résultat, ça n'a pas marché. Les gens se sont réunis à travers le monde pour dire, écoutez, bon, il faut choisir des objectifs pour les millénaires. Et puis bon, on est appliqué, c'est en 2015 qu'on a fait l'évaluation. Finalement, on s'est rendu compte que rien n'a été fait. Et puis bon, on a dit non, adoptons les objectifs de développement durable. On en est là. Ça ne marche pas. On dit non, mais il faut véritablement mettre en place des programmes d'émergence. Beaucoup de pays africains ont choisi émergence en 2025, 2030, 2035. Aujourd'hui, même dans notre pays, on n'en parle même plus. Aucun pays n'en parle. Ça s'appelle de paradigmes occidentaux. Et donc la situation en Afrique a tout tenté. On a même dit, mais il faut un gouvernement composé d'universitaires. On en a eu zéro. On a dit non, il faut un gouvernement d'union nationale qui reprend pratiquement les opposants, la majorité au pouvoir, etc. On a tenté, zéro. Alors on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut encore tenter, qu'est-ce qu'on n'en a pas tenté. Mais Norbert Yamemba, aujourd'hui notre présent en grande partie l'œuvre du colonisateur. Est-ce que cela nous assure-t-il des chances de progresser sans conflit, à un rythme que nous nous fixerions nous-mêmes, sans trop nous lier au système, je dirais, capitaliste de d'autres pays? Par exemple, le capitalisme d'Europe avec sa société à classe distincte et le socialisme d'Europe avec sa société sans classe. Je vais vous répondre à deux niveaux, M. Edikabea. Le premier niveau, c'est que la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est le résultat des systèmes que nous avons subis qui visiblement ont provoqué véritablement de l'impact, alors impact négatif. Vous savez que nous avons été victimes de la traite négrière, que ce soit des arabo-musulmans, c'est depuis le 7e siècle, ça a vécu plus de 14 siècles, 1400 ans. Et puis bon, la traite négrière translactique, hein, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la famille abrahamique, etc., et qui sont arrivés chez nous depuis le 15e siècle, et qui visiblement, à chaque occasion, se transforment à un autre système et qui continue véritablement à nous assujettir. Nous avons connu la traite négrière, des arabo-musulmans, n'est-ce pas, des occidentaux. Nous avons connu, n'est-ce pas, la colonisation, parce que lorsqu'il y a eu révolution commerciale, n'est-ce pas, en Europe, etc., on avait besoin des hommes et des femmes qui devaient travailler dans les plantations, etc. Ils sont venus parce qu'ils avaient déjà trouvé un terrain fertile où ils pouvaient faire n'importe quoi, etc. Ils se sont installés par la colonisation en mettant en place des représentants ici, en ayant des commissionnaires parmi nous, etc. Ça a duré le temps que ça a duré. Et après la colonisation, il y a eu ce qu'on appelait la décolonisation. Une décolonisation qui n'est pas une décolonisation. C'est justement une décolonisation figurante. Et puis bon, ils sont partis, ils n'avaient plus la possibilité de pouvoir faire des dépenses comme par le passé, parce qu'il faut que je vous dise que si ils ont décidé finalement d'abandonner la colonisation, simplement parce qu'ils ont estimé que les routes, les écoles, les bureaux, l'administration, etc., c'est eux qui devraient vraiment le faire. C'est comme ça que vous voyez des grandes écoles qui ont été avec des bâtiments construits. Vous voyez l'ONATRA, c'était naturellement à la période de colonisation, etc. Et quand ils ont estimé qu'ils ont beaucoup dépensé, ils ont décidé de rentrer et de recruter des hommes chez nous qu'on appelle véritablement des commissionnaires.
Ça s'appelle un système patrimonial. Un système où ils ont des relais qu'on appelle généralement des héritiers de la colonisation. Et ils continuent à fonctionner, à payer moins que ce qu'ils étaient sur place ici. Et alors maintenant, ils font quoi? Ils sont là justement pour exploiter nos richesses. Les minéraux, le bois, toutes les ressources naturelles, etc. dont ils avaient besoin. Et puis bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, maintenant ils ont transformé la néocolonisation à la mondialisation, à la globalisation. Par le libre-échange. Hein, ils produisent des biens chez eux, etc. Ils inondent, n'est-ce pas, nos pays. Et nous n'avons pas aucune capacité de faire la compétition sur le plan international. Et ils recrutent nos dirigeants, n'est-ce pas, pour faire leur volonté. Et quand il y a un dirigeant qui dit le contraire de ce qu'il pense, à ce moment-là, il est remis en question, soit qu'il est tué, soit qu'il est l'objet d'un coup d'État, etc. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il est très clair que nous sommes dans une situation de colonisation prolongée, etc. Et aujourd'hui, il est même dit qu'au moment où ils nous ont décolonisés politiquement, et ils ne se sont pas décolonisés, simplement parce que presque tous ces pays qui ont été des colonisateurs hier, eh bien, ils sont restés dans un cordon ombilical avec nous. Et ils acceptent difficilement de se détacher. C'est comme ça que, par exemple, un pays comme la France, si il arrivait aujourd'hui à se retirer de l'Afrique au travers de la monnaie franc CFA, etc. La France aujourd'hui est 5 ou 6e puissance économique mondiale, avec un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards. Si la France osait de lâcher le franc CFA, elle quitterait de la 5e puissance à la 15e ou 16e puissance économique mondiale. Eh bien, tout simplement parce que tous ces pays francophones qui sont en partenariat avec la France, c'est en France qu'on est en train de fabriquer la monnaie franc CFA. C'est en France qu'il y a la banque où on dépose l'argent franc CFA. Et c'est cet argent-là qui permet véritablement à la France de payer ses dettes. C'est cet argent-là qu'il prend de sa banque pour emprunter les mêmes personnes qui déposent après les ventes de nos produits, n'est-ce pas, dans cet espace européen, etc. Donc, c'est une monnaie de servitude, c'est une monnaie d'esclavage, etc. Et donc, tout le monde est en train véritablement de dénoncer cela. Si tu pensais que l'esclavage était terminé, alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kerry James, est tout simplement... Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit, c'est vrai que colonie française, ça se fait pas. C'est un peu schmette, quoi. Et du coup, ils ont décidé de changer. Et maintenant, ils appellent ça coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros jeu de t'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays, pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets? En France. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, eh ben t'auras 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui
n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus tous les mois je dois te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir tu avais déjà cambriolé mes grands-parents. Il y a 3 banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes. Et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques? Ça la France. Donc si un jour un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ces banques pour faire un pont pour son peuple, et ben à ce moment-là il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix, que personne ne connaît, qui ne parle même pas la langue du pays, et ben il a le droit de dire le slogan de la France ça devrait être maintenant liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée. En dessous, non, tu pues la merde. Et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique, non, voler 50 € à quelqu'un et lui donner 10 €, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Non, lui il est mort en prison, pardon. Je crois que je vais arrêter là. Récemment, François Hollande est allé à Bamako. Et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect, je pense qu'on doit être à 1000 ou à 2000. Regardez. Cher Président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer. Alors déjà, depuis quand est-ce qu'on appelle un président par son prénom? Et depuis quand est-ce qu'on tutoie un président? Mais c'est quoi ce manque de respect? Tu crois que c'est ton fils? Mais bon, pas grave, regardez la suite. Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence. La France ne cherche pas à influencer l'Afrique, mais la monnaie de ces pays, la colonne vertébrale d'un pays, dépend entièrement de la France. Non mais là j'en ai marre, il se fout vraiment de notre gueule ce mec. Elle ne cherche pas à peser sur les choix politiques d'un pays. Quoi? Combien de chefs d'État africains ont été destitués par la France? Et encore moins à capter ses ressources. Non, c'est bon, je me tire, c'est bon. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. La France, elle est là aujourd'hui uniquement grâce aux ressources de l'Afrique. La France, elle a comme ressource naturelle que le vent et la pluie. Et si la France ne s'intéresse pas à tout ça, qu'est-ce que vous faites à chaque fois en Afrique? Vous savez, à chaque fois qu'un président français va en France, c'est uniquement pour vérifier les stocks et voir si les employés ils travaillent bien. Aucun pays ne peut prendre son indépendance s'il ne gère pas lui-même sa monnaie. C'est pas possible. Je ne peux pas nourrir ma famille et m'occuper de mes enfants si tu voles à chaque fois dans mon frigo et que tu gères mon argent. Le franc CFA, c'est un système qui est mis en place uniquement pour aider le peuple français. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a encore de l'esclavage, mais économique cette fois. Donc voilà les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, comme dirait ma grand-mère, qui vole à neuf se fera d'excellentes omelettes. Ciao! On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Mais sur l'Afrique, la France, elle est complètement, c'est-à-dire on est vraiment dans la monarchie, le roi prend une décision et on se demande mais quand est-ce qu'il y a eu abolition de l'esclavage, abolition de la colonisation, et ça c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Maintenant la deuxième chose c'est la monnaie. La monnaie parce que c'est une monnaie qui est régie dans un système qui est totalement arbitraire. Il faut savoir que cette forme je dirais, de système monétaire, la France l'a découvert avec Hitler. Parce que c'est Hitler qui avait appliqué à la France et à la Pologne, enfin tous les pays que l'Allemagne nazie avait conquis, ce qu'on appelle le nazisme monétaire avec les fonds de compensation. Et à l'époque, Hitler avait mis le mark à 20 francs. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un mark, un Allemand qui avait un mark, ben ça valait 20 francs. Donc, chose particulière, c'est que en 1945, soir de Noël, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Donc ce sont des responsables français avec le gouvernement français, 3 personnes, vont décider d'instaurer le franc CFA en Afrique, donc sans démarche démocratique, et on va mettre un franc égale 100 francs CFA. Aujourd'hui, avec l'euro, vous imaginez, un euro vaut 656 francs CFA. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, parce que comme j'expliquais dans une conférence que je faisais à Toulouse, c'est que c'est un peu comme si vous arrivez quelque part et on vous dit voilà, pour son bien, pour le bien de l'Afrique, la France dit écoutez, je vais fabriquer une monnaie, c'est moi qui vais fixer le taux de la monnaie, je vais même l'imprimer, je vais même lui donner un nom à cette monnaie, et c'est moi qui vais décider tout seul de sa valeur. Et puis, quand je viens acheter quelque chose chez vous, eh ben, c'est encore moi qui décide du prix,
Et comment on va payer avec l'espèce de monnaie de Monopoly que j'ai mis en place de manière à faire en sorte d'organiser tout simplement le kidnapping et le vol à grande échelle, donc des richesses que vous avez dans votre sous-sol. Et le problème, c'est que quand vous cherchez dans le grand dictionnaire économique des relations internationales, comment s'appelle cette forme de relation économique, ça s'appelle le vol. Purement simplement, il n'y a ça pas s'appelle d'échange. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas celui qui achète qui va fixer la monnaie pour celui qui vend, avec la valeur de cette monnaie et décider à quel prix il achète. Ça s'appelle le vol. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, maintenant, quand le président italien dit ça, il le dit tout simplement parce qu'il faut pas oublier que la décision d'aller nuire aux intérêts donc du gouvernement libyen, de tuer Kadhafi, tout ça, on sait qui est-ce qui était impliqué avec l'Angleterre, mais qui a été à l'origine de la démarche, et on voit le résultat la France en aujourd'hui. première ligne avec Nicolas Sarkozy. Première ligne, et le problème, c'est que c'est une catastrophe. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui est une véritable catastrophe. Et... Mais alors, tous ces éléments faisant combine ont beaucoup neutralisé, ont beaucoup affaibli. Ajoutez à cela, vous avez la religion. Parce que lorsque on voulait utiliser la traite négrière, il fallait véritablement passer par la religion. Mais M. Norbert, vous ne voyez pas qu'en ce qui concerne aujourd'hui l'Afrique pour son développement, il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les sceaux de l'originalité. Il faut chercher à renouer des relations avec certains pays du monde pour, bien sûr, assurer le développement de l'Afrique. Non, celui qui monte sur les tigres, disent les Chinois, non seulement il ne veut pas descendre, mais il ne veut pas partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les Occidentaux se sont organisés. Oui. Ils ont dominé le monde entier. Ils ont mis en place une civilisation qu'ils considèrent comme idéale, j'allais dire universelle. Or, il n'y a pas de civilisation idéale, il n'y a pas de civilisation universelle. Chaque espace géographique a sa civilisation, a ses sciences, a ses technologies, etc. Malheureusement pour les Occidentaux, ils ont estimé qu'ils avaient l'autorisation de Dieu pour dominer les autres. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le paradigme occidental. Le paradigme suppose qu'il y a une vision, il y a un modèle que nous utilisons. Ce modèle permet ce qu'on appelle la rentabilité externe. Ça veut dire en fait, quand l'Occident vient chez nous, il ne vient pas pour nous aider, quelles que soient les amourettes. Et donc, il travaille. La perspective, c'est de prendre de nos richesses. Et quand on prend nos richesses à l'état pur, j'allais parler de minéraux, on les amène chez eux, etc. Et c'est là qu'on va transformer véritablement ces minéraux, c'est là qu'on va faire la commercialisation. Et c'est là qu'on va créer de l'emploi, c'est là qu'on va augmenter des richesses. Et nous qui sommes propriétaires véritablement de nos richesses, nous restons, sans emploi, parce que la plupart de nos jeunes n'ont pas du travail, il n'y a pas d'entreprise, rien du tout. Voilà, c'est ça la vision occidentale. Et tout ce qui peut se faire lorsque même vous allez chercher d'autres bailleurs, d'autres partenaires, ils viennent avec la même vision parce qu'ils estiment que leur modèle, il est représentatif. Par là, vous ne voyez pas que l'urgence s'impose pour la modernisation politique, économique et sociale, afin de rendre l'objectif développement réaliste. Et c'est comme ça que j'ai dit que pour que nous puissions aller dans la direction de la modernisation politique, économique, culturelle, spirituelle, il faut connaître qu'est-ce qui a été à la base de notre échec. Vous savez que l'Afrique, à un moment, depuis la création, a été la plus grande puissance du monde. Nous avons vécu 35 siècles sans que nous soyons en contact avec l'Occident. Et nous étions la plus grande puissance du monde. L'Afrique, la race noire, a vécu 100 000 ans. 100 000 ans sans qu'aucune autre race ne soit véritablement opérationnelle dans la monde. L'Occident est né il y a 28 000 ans, voyez. Et donc, l'Afrique a été à la base de la création de la médecine, création de la chirurgie, création de l'électricité, création de la philosophie, de l'histoire, de l'écriture, etc. Et donc, quand les Occidentaux sont arrivés chez nous, ils nous ont agressés au travers de la religion. Ils nous ont pratiquement paralysés au travers de la religion. Parce qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Nous, on connaissait Dieu. Nous, on était en connexion avec Dieu. Et chaque fois qu'on priait, on savait avoir des résultats. Mais les Occidentaux sont arrivés. Ils ont pensé que, et ils ont parlé avec Dieu. Et Dieu leur avait dit que quiconque qui voudrait, n'est-ce pas, le connaître ou avoir ses effets, doit passer par leur Dieu.
Et c'est comme ça que les fils d'Abraham nous ont envahis. Je vous ai dit que la religion arabo-musulmane, c'est depuis 14 siècles. Et puis bon, la religion chrétienne, c'est à partir du 15e siècle, etc. Et donc on a inhibé notre capacité de créativité, notre capacité d'imagination, notre génie propre. Tout ce que nous pouvons faire, si nous avons une perspective de pouvoir fabriquer, par exemple, la caméra, on va dire, écoutez, ça c'est satanique, c'est diabolique. Et lorsqu'ils fabriquent la caméra, c'est normal, c'est la science. Or, l'Afrique n'a vécu qu'avec les sciences. Et donc, nous sommes arrivés à un moment, avec la religion, avec le système éducatif, parce que le système éducatif que nous avons, c'est un système où on fabrique des perroquets, on fabrique des récitateurs, de ce qu'on appelle des répétiteurs, que d'aucuns considèrent comme des abrutis fondationnels. Donc, que ce soit à l'université, que ce soit autant de doctorats, nous sommes là pour la répétition. Et donc, nous n'avons pas un génie. Regardez ce qui arrive avec le coronavirus. Eh bien, écoute, on a des pharmaciens, on a des médecins, etc. Écoute, ils sont en train de regarder la chloroquine occidentale, les différents médicaments de l'Occident, etc. Et pourtant, nous avons une superbe végétation. Nous pouvons avoir des hommes et des femmes qui peuvent interroger notre nature naturelle et avoir des produits. Nous pouvons même moderniser cela, nous pouvons théoriser cela, nous pouvons même davantage mettre en place des usines. Voilà. Face aux médecins du statu quo pour le développement, je dirais, de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la décolonisation mentale ou soit une remise en question? Une remise en question, Mabika Kalanda l'avait dit. Quelle décolonisation mentale? Quelle décolonisation mentale au moment où nous avons été emprisonnés? Nous sommes incarcérés dans un modèle occidental. Il faut créer notre propre modèle. Et là, il y a des défis. La construction de notre paradigme africain. Le premier défi, c'est le défi politique. Oui. Parce que nous, on liait, nos ancêtres ont vécu dans des royaumes, dans des empires, etc. Et par rapport à ça, cher Kabila, lorsque vous regardez l'Empire Congo, hein, vous voyez le royaume Congo ici, il y a eu un président, il y a eu un roi, il y a eu une organisation administrative et politique, etc. Vous allez chez les Baluba, les Bakuba, vous trouvez chez les Bami, à l'Est, etc. Un peu presque partout on est organisé. Quand vous êtes par exemple au Mali, quand vous êtes à Monomotapa, quand vous êtes à Mossi, il y a même séparation du pouvoir. Mais quand l'Occident est arrivé, il a dit non, abandonnez tout ce que vous avez là parce que c'est diabolique. Prenez notre organisation. Et c'est un système piège parce qu'en fait la démocratie, elle est fondée sur les valeurs occidentales. Or, on ne peut pas dormir sur une natte d'autrui et prétendre véritablement assumer son leadership. Et donc nous avons imité l'Occident. La démocratie que nous utilisons, c'est une démocratie piège et ça ne nous permet pas véritablement d'avancer. Et donc il y a un défi politique. Tant que les Africains n'auront pas réfléchi sur la mise en place d'un autre système politique, à ce moment-là, on n'arrivera nulle part. Comment vous voulez qu'on organise les élections? Nous avons des hommes et des femmes qui s'entendent. Quand les élections sont organisées, il y a des guerres récurrentes, il y a des confrontations entre les tribus et les ethnies. C'est que quelque part, ce modèle occidental ne correspond pas avec à nos valeurs culturelles. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est l'éducation, Kabila. Écoutez, quel type d'éducation on nous donne? Regardez, aujourd'hui, vous avez des traduits praticiens qui connaissent notre forêt, qui connaissent notre superbe végétation, qui peuvent avoir véritablement des produits qui peuvent enregistrer dans telle ou telle maladie. Mais est-ce que nous apprenons ça? Nos médecins, moi j'ai un fils qui est médecin. Il a été à l'université, il reproduit la chloroquine, il y a les aspirines, etc. Mais dans les cas d'espèces, si dans l'hypothèse il y a telle maladie-là, que disent nos traduits praticiens? Comment nous pouvons prendre ça pour mettre des théories et moderniser cela de manière... Excusez, c'est très important. Oui. Moderniser cela pour que cela puisse justement même être vendu parce qu'à ce moment-là, nous allons avoir des devises, nous allons construire notre immensité d'ailleurs des richesses, etc. Rien du tout. Alors nous avons un système d'éducation où on répète ce que les Occidentaux ont dit. Ils ne nous ont pas donné véritablement le secret. Lorsque vous êtes dans des universités comme Oxford, Cambridge, à Harvard, etc., toutes ces grandes universités du monde, il y a trois composantes. Il y a la composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle.
Dans nos universités, vous ne trouvez que la composante théorique et pratique, il n'y a pas de spiritualité. Parce que dans la spiritualité, il y a un génie. C'est comme ça que nos ancêtres savaient que lorsque vous allez en forêt, vous voulez construire une maison, il faut prendre telle ou telle feuille. Comment ils sont arrivés à savoir que cette feuille peut servir véritablement de toiture? Ça, c'est un problème. Lorsque vous êtes au village, il n'y a pas des hôpitaux. Il y a une maman qui est grosse, elle veut enfanter, mais on appelle une sage-femme. Elle vient. S'il y a trop de complications, la sage-femme a son petit couteau, elle peut même assurer l'opération, sortir l'enfant, prendre le copal qui saigne et mettre sur la place de la maladie, de la plaie, et ça se cicatrise dans 3, 4, 5 jours. Et la maman va survivre, l'enfant va survivre et la vie continue. Je n'ai jamais cessé de le dire. Face à cette situation, il faut un retour, le retour à l'authenticité. Mais il faut l'authenticité, il faut l'enracinement, il faut le particularisme, mais il faut une vision. Parce que, et le grand problème pour nous, ce sont les opérateurs politiques, oui, les opérateurs économiques. Tous nous sommes tournés vers l'extérieur, tous nous ne prenons que des solutions de l'extérieur, tous nous sommes incapables de générer nos propres solutions. Les Chinois ont tenté, et puis bon, ils ont le résultat. J'allais dire les Asiatiques. Aujourd'hui, vous prenez, je dirais, la valeur de la vie, mais là où les bas blessent, c'est du fait que aujourd'hui en République démocratique du Congo, les enfants meurent de la malnutrition. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part l'homme politique congolais a failli? Mais c'est justement l'homme politique congolais, les journalistes congolais, les opérateurs économiques congolais ont été fabriqués au modèle occidental dont ils n'ont pas les secrets. Voilà. Les hommes politiques, on parle de démocratie, mais on ne sait jamais. Vous voyez, quelqu'un dit « je suis démocrate », mais il ne peut pas, quand il voit les gens faire la marche, eh bien, il envoie les militaires pour les attaquer. Quelqu'un dit « je suis démocrate », il prend tout l'argent, mais il y a les gens... Ce sont là ces pénibles réalités qui font bien entendu, alors il faut citer, il faut quitter. Sont des caricatures. Il faut quitter ce modèle, oui, ce paradigme occidental qui a créé véritablement des maquettes, des séquelles dans notre société. Il faut donc restaurer, n'est-ce pas, notre politique, il faut restaurer notre système éducatif, il faut restaurer notre spiritualité authentique. On a besoin de cette spiritualité. C'est génie qui a permis à nos ancêtres. Quand, par exemple, ils ont la guerre, ils peuvent organiser les abeilles et attaquer. Quelle bombe! Quelle bombe, Kabea! Mais ça, on ne peut pas utiliser. J'ai vu pendant la guerre des Agnélés à l'Équateur. Et qu'est-ce qui se passait? Ils avaient des petits bâtons de bois. Et lorsqu'il fallait faire la communication, ils utilisent le bois, ils communiquent entre eux. Alors maintenant, c'est tout le monde. Non, c'est la sorcellerie, c'est le mystique, etc. Mais excusez, oui, et quand c'est un occidental qui prend son téléphone, qui communique aux États-Unis en 20 000 km, non, c'est normal. C'est normal, c'est la science. Alors, nous devons être en mesure de poser la question à ces gens qui utilisent le bois comme élément de communication pour dire comment vous le faites. On capitalise cette expérience, on modernise cette expérience, on en fait une théorie, on met à la place publique, on essaie d'avoir des usines qui nous permettent véritablement de pouvoir créer nos propres téléphones, etc. Aujourd'hui, nous avons le lithium, nous avons le coltan, nous avons le cobalt. On peut fabriquer des batteries, on peut fabriquer, n'est-ce pas, des smartphones. J'ai vécu une expérience, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dans un village, etc., il est connu par tout le monde. Et il avait la capacité, il connaissait le secret, la technologie de monter et de défier, n'est-ce pas, l'espace sans tomber. Et il a fait ses évocations, finalement il est monté sur une natte, il a commencé à monter. Les mêmes personnes qui vivent avec lui sur place, ils ont fui. Ils ne voulaient même pas vous le voir monter. Mais écoutez Kabea, si on était organisé, si nous avions des chercheurs qui sont des trouveurs, parce qu'on a des chercheurs qui parlent avec des incantations sans rien, etc., sans aucune valeur ajoutée. On peut poser la question au monsieur, comment il est parvenu de quitter le sol et monter et défier la loi de la pesanteur sans qu'il ne tombe? À ce moment-là, on fabriquerait même
des avions, des hélicoptères sans batterie, sans carburant. Oui, mais cette impression nous vient des ouvrages qui signifient que l'Afrique n'a rien inventé au plan scientifique strict. C'est une impression, mais cette impression est fausse. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît que l'Afrique a une longue tradition scientifique. Parce que la science, il faut d'abord qu'on définisse aussi ce qu'on attend par la science ou l'esprit scientifique. D'abord, la science, c'est quand vous avez un problème pratique, il faut trouver une solution à un problème pratique. Vous voulez traverser un cours d'eau immense, profond et tumultueux, aller d'une rive à une autre rive. C'est un problème difficile, un problème de mathématiques, un problème difficile. Et il faut trouver une solution. Voilà les mathématiques. C'est à la fois abstrait et concret. Donc, abstrait, il faut raisonner. La rivière est longue, la rivière est immense. Hein, comment faire pour aller de l'autre rive? Il faut réfléchir. Et quand vous trouvez, vous pouvez flotter sur l'eau, aller de l'autre rive et revenir avec un tronçon d'arbre qui ne va pas aller dans l'eau. Ouais. C'est une solution parfaite et définitive, c'est ça la science. Vous avez un problème difficile, il faut le résoudre en trouvant une solution définitive et parfaite. Il n'y a pas deux solutions. Vous ne pouvez pas traverser le cours d'eau, aller d'une rive à une autre, à moins d'aller dans les airs. Mais si c'est sur l'eau, il faut trouver un moyen qui fasse que vous n'allez pas tomber dans l'eau. Vous avez une pirogue et ça traduit toute la poussée d'Archimède, ça traduit beaucoup de choses, voyez-vous. Donc c'est ça les mathématiques, c'est à la fois abstrait, à la fois concret et devant un problème difficile à résoudre. Or les Africains ont eu des problèmes difficiles à résoudre. Hein, la pluie, les orages, les tonnerres. Hein, ils ont les tonnerres. Alors moi, dans ma famille, j'ai le petit frère de mon père, sait comment faire détourner la foudre, ce qu'on appelle paratonnerre. Je ne sais pas comment il faisait, mais il détournait, on n'était jamais foudroyé. Ça tombait au fromager à côté ou au palmier à côté, mais jamais chez nous. Il détournait la foudre. Et il avait fait de paratonnerre pour détourner la foudre. On ne sait pas trop comment, il y a plusieurs techniques. Il avait peut-être sa technique. Et comme il est mort, bon, on ne sait plus trop comment il faisait, mais il détournait la foudre carrément. C'était tellement visible que on a vu ces choses-là dans l'enfance. Bon, pour attraper le poisson court dans l'eau, bon, il faut l'attraper. Bon, il y a plusieurs techniques, il y a les nasses, il y a la meçon, il y a la paille, il faut attirer le poisson, il faut le nourrir, il faut l'attraper. Mais c'est pas au hasard. C'est une technique. C'est une science appliquée en fait. C'est une science appliquée. Bon, et les poteries, la même chose. Vous voulez transporter l'eau de la rivière au village pour ne pas aller tous les jours. Vous faites un grand pot, donc il ne va pas... Mais il faut imaginer que si on le met dans tel vase, il va s'écouler. Il faut le mettre dans un vase qui est telle forme et qui est travaillé pour ne pas que l'eau ne suinte, ne coule et que l'eau soit fraîche. En Afrique, il fait tellement chaud. Mais dans les villages, on boit toujours l'eau fraîche. Parce que les poteries, ça contient l'eau. L'eau ne s'échappe pas des poteries. En même temps, les poteries rafraîchissent l'eau qu'on boit en pleine chaleur équatoriale. C'est pratique, c'est pas... les gens qui faisaient ça n'optaient pas de formule. Mais alors, il y avait un problème. Il fait chaud. Il ne faut pas boire chaud. Il faut boire frais ou froid. Alors, comment faire? Mais la poterie nous permet de boire frais en tout cas. En pleine chaleur équatoriale. Donc, ces choses-là, c'est comme ceci, quoi. Quand vous avez un problème, les Africains, comme tous les peuples de la Terre, comme les Esquimaux, comme les peuples qui vivaient au bord des volcans, comme ceux qui vivaient sous la neige, dans la neige en permanence, etc. Mais chaque peuple trouve la solution sur l'environnement. Et cette solution, d'abord, un travail neuronal, d'abord un travail de votre cerveau. Et ensuite, vous trouvez une solution concrète et définitive. Et je crois que la science, c'est un peu ça, c'est pas autre chose. Hein.
Dans votre ouvrage, La géométrie égyptienne, vous l'avez sous-titré « Contribution de l'Afrique antique à la mathématique mondiale ». C'est pour replacer l'Égypte dans son berceau africain? Oui, ça dit que quand on fait la science, par exemple l'imprimerie, la soie, le papier, des choses de ce genre-là, bon, il ne faut pas que ça reste aussi en vase clos. Hein. Aucun peuple n'est réellement en vase clos, même dans la forêt équatoriale. On communique avec les autres, on échange, on reçoit, on donne, etc. Donc l'Afrique a développé une science, mais n'est pas restée en vase clos. Et notamment la vallée du Nil, l'Égypte antique, a développé des sciences, mais n'est pas restée en vase clos. Les gens qui n'avaient pas ces sciences se sont rendus en Égypte pour les apprendre. Donc c'est une contribution. On ne peut pas être... la science ne se fait pas en vase clos. La science se fait, et une fois que c'est trouvé, ça devient patrimoine de l'humanité. Voilà pourquoi tous les Grecs, tous les savants grecs, les premiers savants grecs, ont tous été en Égypte sans exception. Et en particulier le premier d'entre eux, Thalès, qui était en Égypte à apprendre les sciences qu'on lui reconnaît. Donc, voilà pourquoi j'appelle ça contribution. Contribution. Aujourd'hui, la même chose. Les Noirs africains contribuent dans la physique, dans la médecine, dans la chimie, dans l'astronautique, dans la biologie, la médecine, dans les sciences, aujourd'hui même. Les Chinois contribuent, les Indiens contribuent, les Américains, tous les Africains, tous les peuples de la Terre contribuent au patrimoine scientifique moderne. Donc c'est une fausse image de croire que la science appartient à quelqu'un. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, on dit quand même, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalet, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, mais les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte, se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantraine. C'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Quant aux mathématiques, le premier d'entre eux, on disait que Thalès est un savant, mais les Grecs disaient qu'il se prêtait à être savant, mais le peu qu'il sait, il a appris de l'Égypte. Norbert Yamemba, vous l'avez dit tout de suite là, que
il y a partout surgi un conflit, il y a toujours la présence étrangère intéressée, vigilante et impitoyable pour mettre en conflit nos vies et nos faiblesses. Mais vous ne voyez pas que quant à cela, ça constitue également un moyen facile ou naturel de maintenir soit les colonialismes anciens ou de faciliter l'avènement du nouveau. Eh bien, c'est tout à fait. Mais écoutez, ce que je vous ai parlé de la traite négrière qui se transforme en colonisation. Et la colonisation se transforme en néocolonisation. Néocolonisation se transforme en mondialisation, globalisation. Et donc, on est dans un processus. Avec la révolution numérique aujourd'hui, on est en train de mettre en place un autre système de colonisation, etc. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça sont des résultats des laboratoires qui véritablement montrent très clairement qu'on est dans une perspective de pouvoir nous éliminer. Vous voyez. Mais donc, avec cette réalité, pensez-vous que l'Afrique aujourd'hui va s'en sortir facilement? L'Afrique va s'en sortir, mais il faut vraiment avoir des visionnaires. Il faut avoir des visionnaires. Je vous ai dit qu'organisons notre politique, ayons le courage. Lorsque nous avons notre constitution, lorsque nous avons les lois et les textes réglementaires, mais pourquoi nous ne pouvons pas interroger notre société, comment nos ancêtres ont survécu pendant des millénaires, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient comme règles de fonctionnement, etc. Comment on peut prendre ces règles, les moderniser, les théoriser pour permettre à ce que nous puissions monter notre constitution. Comment pouvez-vous imaginer qu'une constitution comme la nôtre, etc., soit inspirée, c'est pas du droit gréco-romain? C'est pas normal. Mais écoutez, lorsque vous êtes, par exemple, à l'Équateur, lorsque vous êtes au Kasaï, lorsque vous êtes dans le Kivu, etc., mais nos ancêtres ont survécu, ils avaient un modèle d'organisation. Au XIIe siècle, cher Kabeya, Moussa Nkaka était le plus riche du monde. Kabeya, Soudiata Keïta, au XIIIe siècle, a mis en place ce qu'on appelait la première charte des droits de l'homme, ce qu'on appelle Karafuga, avec 44 articles. À ce moment-là, l'Occident n'avait pas encore parlé des droits de l'homme. Pourquoi nos juristes, pourquoi ne peuvent-ils pas s'inspirer de tout ce qui a été fait par nos ancêtres et faire une théorisation? Tout ce que nous avons comme docteur en économie, docteur en droit, docteur en sociologie, ils sont simplement en train de faire la copiologie de ce que les Occidentaux ont écrit, mais ils ne connaissent pas notre société. Vous ne pouvez pas être agrégé ou professeur de thèse et vous ne connaissez pas votre société et vous ne proposez rien pour votre société. C'est comme ça que Bombasong les appelle comme des abrutis fondationnels, mais des illettrés qui s'ignorent simplement parce qu'ils sont essentiellement des perroquets. Raison pour laquelle, vous voyez, on est en difficulté aujourd'hui. Dis-moi quel est ce professeur de médecine, de professeur de pharmacie qui nous propose quelque chose aujourd'hui? Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que, comme l'a dit autrefois Madiba Kalanda, dont vous avez à paraphraser, que les grands ennemis du peuple, je dirais, africain, c'est l'inconscience, c'est les complexes de dépendance, c'est également cette manière d'agir sans pour autant se rendre compte que le pays va dans la volo, c'est-à-dire dans la perdition. Vous savez, Kabeya, la religion que les gens pensent être à la base du changement de notre situation aujourd'hui, etc. Je suis désolé de voir que nos pasteurs n'ont pas fait grand-chose pour combattre le coronavirus. Je suis très désolé que personne n'a été en contact avec les dieux qui leur parlent de temps en temps pour que le coronavirus s'en va, etc. C'est vraiment dommage. Et si on n'arrive pas véritablement à identifier tout ça, je pense qu'on n'ira nulle part. Kabeya, je vous assure que la religion est une question de croyance. La religion n'est pas un savoir, ce n'est pas une connaissance. Et si nous, Africains, nous allons rester dans la logique de croyance, sans aller dans la recherche du savoir, qui a fait que l'Afrique antique soit puissante, je pense qu'on n'ira nulle part. Et puis bon, vous allez dire, il faut changement de mentalité. Moi, j'ai dit, oui, mais les journalistes, combien de fois, constitution, politique, ceci ou cela, on ne parle pas des questions questionnantes, on ne parle pas des questions qui appellent d'autres questions, des questions de fond pour booster la société. Les intellectuels ne font pas de débats véritables qui permettent de donner la boussole, d'éclairer avec une torche. Qu'est-ce que nous devons faire en 50 ans, en 100 ans? Ça, on n'est pas là. Simplement parce qu'on a été formé dans une école de perroquets. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre les responsabilités pour qu'il y ait des panafricanistes un peu presque partout en Afrique, y compris au niveau des afro-descendants, pour qu'on dise que voilà, hier nous avons failli,
Aujourd'hui, nous devons être en mesure de changer. Toutes nos églises noires, moi quand je parlais de toutes ces questions-là, on dit mais c'est en bas, c'est comme s'il est devenu sorcier, est-ce qu'il n'est pas encore initié, etc. Et donc on est dans cette bassesse à la zaïroise qui permet à ce que notre société ne puisse pas avancer. Or, il faut toujours se poser des questions. Il faut construire une immensité de savoir. Un intellectuel, j'allais dire, un leader politique doit être quelqu'un qui apprend, qui désapprend et qui réapprend. Si on n'a pas une immensité d'intelligence, comment pouvez avoir des solutions? Et c'est là justement que je me suis engagé aujourd'hui dans la perspective de pouvoir travailler fort pour savoir pourquoi on est tombé. On est tombé très bas. L'histoire montre que nous avons été puissants. Mais comment on est arrivé là? Et donc, les Chinois l'ont fait. Mais c'est Norbert Yamba, 45 minutes ne suffisent pour clore cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer votre mot pour terminer. Non, pour placer ce mot-là, il faut avoir de l'espoir. L'Afrique va changer, mais parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent aujourd'hui. Il y a des hommes politiques, des opérateurs politiques qui s'intéressent du panafricanisme. Il y a même des chefs d'État aujourd'hui qui s'en réclament. Il y a des églises traditionnelles africaines qui sont disponibles, qui travaillent dans le sens de la restauration de la spiritualité authentique, dans le sens du rétablissement de l'identité culturelle. Nous avons aussi des intellectuels, des professeurs d'université, des chercheurs, etc., qui s'intéressent de toutes ces questions de manière à construire une dynamique autour du génie propre des Africains. Et donc, d'un coup, on aura vulgarisé à large échelle ces choses-là, à ce moment-là, on va réclamer qu'on puisse avoir un État fédéral d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons véritablement mettre en place une caisse nationale africaine de péréquation et on va réunir nos moyens parce que déjà en perspective de 2063 à l'agenda montre très clairement que si nous on est ensemble, on sera la 5e puissance économique du monde, on aura 5 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. En 2100, avec notre géographie, c'est 30 millions de kilomètres, avec notre population, on sera à 4 milliards et demi de la population, avec nos richesses stratégiques qui sont au nombre de 14 dont nous prenons la première position. Si tout cela faisant combine, nous pouvons relever le défi. Et le vrai défi sera de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Allez. Matondo bandeko na ngai, c'est sans commentaire. Bozali wana ya kokamwa. Pamba te bomoni kimoyibi ya mundele. Kimoyibi ndenge mundele azali koyiba biso pour que a maintenir biso na esclavage. Makambo ya kokamwa. La France, tokoya na ba élément mususu, na ba émission mususu bomona lolenge nini France abikelaka. Na kimoyibi tokoya pe na bemission ekoya Total Sabino lolenge kani moto tope ekole koki kobima na kati ya potopoto voilà bolandi ba grand professeur d'université Théophile Obenga alakisi bino ete bisonde tozalaka mayele bisonde tosalaka na ba paratonnerre bisonde batuto to créa ba pays lelo ba komi kotangisa bino boyebi lokola ba Grèce eloko te toloba te pasi pe mawa lobi ezalaki émission baindo bola muka tozali kopesa yango bozali kondima te po batanga te baza ba universitaire te mais lelo bazwi kaka batu ya mayele bayamba shukoto kona pena ngongolo tete 17 diplômes 67 pays visités. Professeur Théophile Obenga, l'un des plus grands savants, disciple de Cheikh Anta Diop, bangonde suko yo lingi oloba oya na mayele nayo kola kisa ete moto mundu ata mayele te devant le coronavirus. Quel comportement devons-nous adopter?